j'ai l'honneur d'ouvrir ce colloque consacré à fêter les 30 ans de notre association. Nous avons 30 ans. On ne les fait pas, hein? Je suis un indéfectible soutien de la famille. Aussi, j'apprécie tout particulièrement ce que vous êtes et ce que vous faites. Marguerite, vous êtes adjointe à la mairie du 7e et depuis mon élection en tant que présidente, vous m'accompagnez de votre bienveillance et de vos conseils précieux. Je suis très heureuse d'être là et de représenter notre maire, Rachida Dati, qui est très attachée, comme vous le savez tous, à la famille, et l'action de l'EGPE lui est particulièrement chère. Vous avez un rôle excessivement important dans notre ville de Paris, parce que vous êtes le pivot entre les enfants qui n'ont pas vos enfants, vos parents âgés dont vous vous occupez, vos enfants qui sont débordés, vos petits-enfants qui demandent de l'attention. Et je crois que la seule association qui s'en occupe, c'est le GPE. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de participer à quelques cafés des grands-parents qui ont lieu chez nous, à la maison des associations, qui ont eu lieu à la mairie, qui ont eu lieu dans la maison Familia. Et à chaque fois, j'ai été impressionnée par la qualité des intervenants et la richesse des échanges. Donc bravo, bravo à tous et surtout continuez. Et on compte sur vous. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous célébrons aujourd'hui les 30 ans de l'École des grands-parents européens et son observatoire de la grand-parentalité. Cet anniversaire marque 3 décennies de découvertes, de partage, de témoignages autour d'un rôle essentiel dans nos familles et notre société. Malakoff Humanis, au travers de son action sociale, soutient des associations locales, nationales, afin d'accompagner les personnes âgées, à préserver leur autonomie, à maintenir du lien social et à lutter contre l'isolement, mais aussi pour soutenir les personnes en situation de fragilité et accompagner les aidants. S'il y a 2 ans, Malakoff Humanis s'est engagé aux côtés de l'École des grands-parents européens pour mieux comprendre, valoriser la place des grands-parents et soutenir le lien intergénérationnel. Leur rôle, souvent discret mais toujours fondamental, mérite toute notre attention et notre reconnaissance. Les grands-parents sont les piliers de la transmission, de soutien et d'amour inconditionnel. Ils apportent une richesse inestimable à la vie de leurs petits-enfants et jouent un rôle crucial dans l'équilibre familial. Marie-Françoise Fuchs, en 1994, vous décidez de créer le GPE. Ça vous est venu comment cette idée? J'aimerais d'abord vous dire que c'est une grande fête pour moi aujourd'hui d'avoir été invitée parmi vous et de voir la vitalité de cette école des grands-parents européens. Nous avions vécu dans nos cœurs la joie de cet âge d'or de la grand-parentalité pour ceux qui ont accès à leurs petits-enfants, parce que nous avons très vite découvert que malheureusement une partie de la population existait à laquelle on refusait la possibilité de faire vivre ce lien vital entre eux et les petits-enfants. Mais nous avions la chance de le vivre. J'ai été sollicité par les membres de l'époque pour rejoindre le GPE, prendre le relais d'une fondatrice telle que Marie-Françoise Fuchs, après le travail qu'elle avait entrepris. Ce n'était pas évident, surtout qu'en général, le successeur ne lâche pas le bébé de la même façon que son prédécesseur. J'ai veillé à ce qu'elle poursuive son travail d'aide et de valorisation de la place des grands-parents dans la famille et dans la société. N'ayant à ce sujet jamais oublié la réponse apportée par la responsable du service de la famille au ministère de la Santé. Mais monsieur, les grands-parents ne font pas partie de la famille. Une famille n'est constituée que des parents et des enfants. Pas étonnant donc que le Code civil ait été amendé et que la loi donnant le droit aux grands-parents de voir leurs petits-enfants ait été inversée pour permettre aux petits-enfants de voir leurs ascendants. Alors bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont fait et continuent à faire de l'association ce qu'elle est devenue. Le plus beau témoignage que je puisse porter est d'avoir fait à l'EGPE des rencontres marquantes
qui perdure aujourd'hui. Merci Régine, merci à tous. Alors le GPE, c'est aussi une fédération. Vous avez des représentants des GPE qui sont là et je les invite à nous rejoindre sur la scène. Allô, grands-parents. C'est l'ADN de l'EGPE qui a été créé dès le début. Elle est tenue fidèlement par nos bénévoles et je rends hommage aux bénévoles qui, même au mois de juillet, assurent la tenue de la ligne Allô, grands-parents. On s'est disputé avec les belles filles hier. Ah. Et nous, on y est pour rien. On est pour rien du tout. Bon, alors les écoutantes, on fait du live, hein, là. Vous allez réguler une histoire. Ah oui, je m'en doute, les grands-parents, on n'y est jamais pour rien. Ah, les belles filles, c'est terrible. Ça y est, il dort? Oui, il est parti pour 1h30. Oh, ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu, au moins un an, hein. Et la santé chez vous, ça va? Ah bah la santé, nous, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est pas le problème, la santé. La santé, c'est qu'on n'a pas vu notre petit-fils, ça fait depuis un an. Alors c'est vrai que Modane, c'est pas à côté, et que je sais que notre fils travaille énormément. Mais toi qui es prof à mi-temps, tu pourrais venir pour les vacances à Paris? Il nous manque. Hein? Je lui ai tricoté un petit gilet. Ah, c'est mignon. Mais c'est dommage, il est beaucoup trop petit. En même temps, ça fait un an que je l'ai pas vu. J'aurais une petite proposition aussi, puisque mamie, elle s'est donné le mal de tricoter. Alors, madame, là, elle peut peut-être penser au deuxième enfant. Moi, j'ai trouvé cette idée super. Est-ce que vous voudriez pas monter sur scène et tester? Montre-lui ce que tu as tricoté, regarde. Ah bah voilà, regarde comme c'est beau. C'est joli. C'est magnifique, hein. Voilà. Oh, vraiment, c'est vraiment très gentil. Ça me touche beaucoup. Ah. Merci beaucoup. Elle m'a fait le même en plus pour moi. Oh. Voilà. J'ai hâte de voir les deux, le grand-père et le petit-fils. Ah oui. Oui, donc on se disait qu'on voit pas assez notre mais vous savez que vous êtes cordialement, chaleureusement invités chez nous. C'est un peu petit, c'est pas très confortable. Oh, mais on sera toujours heureux de vous voir. Il s'appelle Zach. Zach. Voilà, ça vient d'où ça, Zach? C'est quelle origine? Ça c'est notre belle-fille qui a choisi. Nous, on n'aurait pas pris ça. Nous, on n'aurait pas pris ça. On avait plutôt pensé à Jean-Paul ou mon prénom aussi. Ah oui, Nicolas, c'est très beau. Ah oui, au moins en deuxième prénom. Au moins deuxième prénom. Zach, je suis désolée, mais je trouve quand même que ce sont les parents qui doivent choisir le prénom. Oui. Mais ça n'empêche pas de mettre le prénom de... On pensera au prénom, au deuxième prénom. Au prochain, avec le prochain gilet. Et si nous avons un jour une fille qui sera tellement heureuse d'hériter de ce joli gilet... Il aura déjà un cadeau de naissance, le deuxième. Voilà. Oui, parce que comme on n'a pas trop les moyens, quand on fait un cadeau pour un petit-fils, c'est valable pour tous les petits-enfants. Hein. C'est très bien, et je suis pour les vêtements mixtes, c'est très bien. Action! Écoutez, pour Noël, pour ce Noël-là, on va quand même pas reporter indéfiniment. L'enfant, il a besoin de vous voir, donc peut-être qu'on peut... Ah, l'enfant a besoin de nous voir. Évidemment. Chérie. Bien sûr. Merci. Merci, ma belle-fille. Donc on peut peut-être trouver une solution. Oui, nous, notre famille, on peut peut-être faire je sais pas, une cagnotte pour s'il y a besoin, si vous pouvez pas louer et que c'est trop petit chez nous, on peut peut-être trouver une solution, un hébergement pas cher ou partagé. Et puis à la limite, si on s'y prend suffisamment, je sais pas quel jour on est là. Et ben là, on est le 23 novembre. Ah oui, c'est un peu court là, mais enfin on va trouver une solution. On va trouver une solution. Ah bah oui, puis si c'est pas dans Turin, ça sera juste à côté. Vous avez la possibilité de louer une voiture peut-être, non? Ah bah non, c'est-à-dire que moi j'ai perdu tous mes points en fait. Parce que comme j'étais en dépression, j'ai fait n'importe quoi. Tu n'as jamais voulu que je passe le permis. Ah non, ça, les femmes au volant... Non mais il y a le vélo électrique, c'est pas mal. Hein, ça fera du bien en plus. Le vélo électrique pour la santé, c'est pas mal.
Bah, pour la santé, c'est bien, non? Disons, si c'est ça, être arrangeant... Merci pour l'accueil. Hein. Non, mais, enfin, bon, mais je rigolais. donc... Mais on va trouver une solution, quoi qu'il arrive, vous verrez votre petit-fils cet hiver, c'est évident. Et c'est génial, tu vois. Au moins, ça, je trouve que tu es une belle fille qui a changé, qui a évolué. Et alors, moi, ce que j'aimerais, parce que tu dis qu'on va s'arranger, mais est-ce qu'on peut s'arranger tous les mois, comme ça, pour le voir plus souvent? Ah, tous les mois? Ah oui. Parce que bon, une fois par an, c'est... Bah oui. Ah oui, bah on peut peut-être faire 50-50. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que de temps en temps vous venez, de temps en temps on vient. Ah, vous allez venir? Bah, on peut s'arranger de temps en temps, oui. Peut-être pas tous les mois, mais enfin, on peut essayer de trouver un mode de fonctionnement. Vous savez, il y a des vacances scolaires quand même, donc on peut peut-être... D'ailleurs, ça nous arrangerait pas mal, parce que nous, les colos, ça coûte cher. Vous êtes... C'est possible pour les vacances scolaires? Oui, on va s'arranger aussi. Mais il va vous voir, justement. Et bah, ça va vous faire du bien. Ça s'arrange. Là, vraiment, j'ai presque envie de te serrer dans mes bras et de t'embrasser, mais comme j'ai un petit rhume, je vais pas le faire. Les entretiens de la ligne Allo Grands-Parents font l'objet de fiches très régulièrement, enfin très strictement remplies de manière anonyme par tous les responsables de Allo Grands-Parents. Véronica nous a envoyé une étudiante qui est venue étudier ces fiches dans les bureaux de l'EGPE. Elle vient nous présenter cette étude et elle met ça beaucoup plus globalement et elle va vous présenter l'évolution de la grand-parentalité sur 30 ans. Je vous donne la parole et je vous remercie. La probabilité de devenir grand-parent dépend non seulement du fait d'avoir eu des enfants, mais aussi du nombre d'enfants qu'on a eu. Concrètement, parmi les personnes qui n'ont eu qu'un seul enfant, 80% avaient des petits-enfants à l'âge de 75 ans et plus. C'était le cas de 95% des personnes qui ont eu 2 enfants et presque 98% de personnes qui ont eu 3 enfants sont devenues grands-parents. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est le fait que les grands-parents deviennent et vont devenir de plus en plus âgés. Donc là, vous avez le graphique de gauche où on voit l'augmentation de l'âge moyen auquel on devient grand-parent et on voit qu'on passe de 51 ans et demi pour les femmes en 98 à 56 ans en 2021 et pareil pour les hommes mais avec un décalage de 2 ans. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est que l'âge auquel une génération va devenir grand-parent va aussi se diversifier. Ce qui fait que, en fait, il y aura de plus en plus de personnes qui vont devenir grands-parents de plus en plus tard. Et la question de l'âge, elle est importante parce que l'on sait que pour profiter de, comme on appelle l'âge d'or, la belle part de grand-parentalité, comme l'ont appelé les collègues américains, en fait, on a besoin d'être en bonne santé parce qu'on a envie de faire beaucoup de choses avec les petits-enfants, on a envie de les amener en balade, de les amener en vacances, de les amener en voyage. Pour ça, quand même, la santé, elle est indispensable. Et on voit dans ce graphique qu'au fil des années, la raison de l'appel s'est recentrée vraiment sur le contact avec les petits-enfants. Donc voilà, le besoin, l'envie de revoir les petits-enfants devient de plus en plus la demande principale. Il y avait aussi donc les données dans les fiches par rapport à la personne, la relation avec laquelle pose problème. Et là, on voit clairement que les grands-mères maternelles appellent parce qu'elles ont un problème relationnel avec leurs filles. Donc là, il ne faut pas lire le graphique dans le sens où là, c'est surtout avec les filles que les grands-parents ont les problèmes. Pas du tout. Ça veut dire qu'en fait, dans notre société, on a tellement d'attentes de bonnes relations, de bonne entente entre les grands-mères et leurs filles devenues mères, que quand cette relation ne se déroule pas comme on l'aurait souhaité, forcément, c'est quelque chose qui devient tout de suite problématique. Mais on voit, donc du coup, on appelle parce qu'il y a des problèmes relationnels avec la fille ou avec belle-fille ou ex-belle-fille. Et encore une fois, on voit que ce sont les femmes qui sont en première ligne à la fois des liens et à la fois des tensions dans la famille. Pascal Perrineau, merci d'être avec nous. Comment vous est venu le goût de la politique à vous ? Nous parlions histoire ou politique à peu près à tous les repas.
On parle encore politique à table avec nos enfants et nos petits-enfants. Pas avec la même intensité, ça c'est évident. Pas avec la même intensité, heureusement. Et comment on peut l'aborder avec nos petits-enfants, nous, les grands-parents? Alors, on peut l'aborder parce que je crois que un enfant, ses parents, c'est toujours, quand ses parents diffusent des valeurs, ça fait partie toujours un peu d'une éducation contre lequel l'enfant a de temps en temps envie de se rebeller. Quand on est au niveau des grands-parents, c'est autre chose. Moi, je le voyais avec mes grands-parents, c'était plus facile qu'avec mes parents parce que c'était moins encombré d'histoire, d'éducation, de discipline, etc. Les grands-parents étaient là pour témoigner. Pour témoigner. Et ces témoignages nous passionnaient, parce que ces témoignages, c'était de l'histoire en chair et en os. Alors, on m'a demandé de rebondir sur donc ces ateliers et pour le trentenaire tout de même d'une association qui, de mon point de vue, a la nécessité d'exister. Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant lorsqu'il essaye d'exprimer le monde avec ceux qui l'entourent? Il est obligé de chercher dans ce que la langue a de plus fondamental les mots pour le dire. On sait qu'il cherche. Souvent, il s'irrite quand il ne les trouve pas. Il tape du pied. Il voudrait dire, mais ça ne vient pas. Or, il se trouve que pas mal d'études ont finalement montré qu'il y avait une hétérogénéité extrêmement élevée entre les enfants, entre ceux qui ont déjà très tôt beaucoup de mots pour dire le monde et ceux qui en ont beaucoup moins. Lorsque vous avez besoin de partager avec un autre, vous allez chercher parmi ces mots pour être, ce que j'appelle moi, au plus près de la pensée et non pas dans l'à peu près de la pensée. Beaucoup d'enfants, n'ayant pas suffisamment les mots pour le dire, d'abord ne disent plus rien, se taisent, ou bien utilisent les mots à tout faire pour faire avec. C'est-à-dire qu'ils n'en ont que quelques-uns à disposition et ils vont faire avec. Tous ces mots deviennent extrêmement polysémiques et au bout du compte, ils finissent par dire toujours à peu près avec les mots dont ils disposent à peu près. Et ça, c'est très ennuyeux parce que plus tard, on leur demandera d'être capables de s'exprimer, on leur demandera d'être capables d'échanger avec l'autre. Et quand j'entendais Pascal Perrineau parler de « et il faut leur apprendre la politique », moi j'irais jusqu'à dire « et il faut leur apprendre la citoyenneté ». Et la citoyenneté, elle passe, comme tous citoyens de la cité, à être capable d'échanger avec les autres. Quelle que soit cette langue, vous la portez, et je pense que pour les enfants, vous restez des porteurs d'histoire, des porteurs de langue. En d'autres termes, avec un peu de chance, ils vous écoutent un peu plus que les autres. Ils sont à l'écoute de ce que vous allez leur dire parce que vous allez prendre le temps de leur dire. Vous allez choisir les mots pour ce faire. Et moi, je dirais que ce temps que vous leur accordez est aujourd'hui un temps précieux parce que ni vraiment l'école, ni vraiment les parents qui sont souvent à courir après le temps eux-mêmes n'ont forcément les moyens de le faire. Vous arrivez en somme comme ceux qui peuvent le faire, je dirais même qui doivent finalement le faire. Utilisez votre langue, allez y chercher toutes ces richesses. Ne vous restreignez jamais quand vous parlez aux plus petits, surtout ne lui parlez pas petit. Parlez-lui comme un grand, d'abord parce qu'il aspire à grandir et que vous lui montrez que tout est possible. Enfin, n'oubliez pas qu'il vous voit quand même comme des dinosaures, pardon, mais il vous voit quand même comme des gens qui ont connu la préhistoire quand ils sont tout petits. Alors je ne vous demande pas que vous leur parliez nécessairement des dinosaures ou de la guerre, mais vous pouvez parler de cette époque où, car ils sont dans un monde qui évolue vite et ils ont besoin de cette stabilité que vous représentez, y compris pour la langue. Vous allez, de mon point de vue, les aider beaucoup de ce point de vue-là. D'une certaine façon, vous allez, et je l'espère bien, enrichir son vocabulaire. N'hésitez pas à enrichir le vocabulaire, en tout cas des plus jeunes. En gros, et pour aller vite, jusqu'à peu près 5 ans, c'est-à-dire l'entrée en élémentaire, 5-6 ans, l'entrée en élémentaire, CP, les élèves, les enfants, développent leur vocabulaire comme jamais. Comme jamais. Ce sont des éponges. Ce sont des éponges dont la capacité mémorielle n'est pas dépassée à cet âge-là. Si vous leur dites que quelque chose est beau, ils répéteront dans le temps « c'est beau ». Si vous leur dites que face à un tableau, c'est splendide,
ou que vous avez le sentiment que quelque chose est magnifique, alors petit à petit, ils finiront par sentir qu'il y a une nuance entre splendide et magnifique, et peut-être qu'avec un peu de temps, adultes, ils distingueront ces deux adjectifs pour les choisir au mieux, afin d'être au plus près de leur pensée. N'hésitez pas à aller vers un langage que j'appellerais, alors, les linguistes sont plus ou moins d'accord avec ces termes, mais peu importe, disons soutenu. N'hésitez pas à aller chercher les mots qui peuvent préciser les choses au plus près. N'hésitez pas non plus, et je vais vous dire une chose surprenante, n'hésitez pas parfois à les interroger sur les mots dont vous avez l'impression qu'ils les connaissent et qu'ils les utilisent. Parlez-leur dans une langue que vous maîtrisez bien, la vôtre, et si vous en avez une maternelle, utilisez-la avec les enfants, car plus jeunes ils sont, mieux ils vont comprendre qu'elle a des nuances par rapport à la langue de scolarisation en France, par exemple. Soyez bienveillants et rigoureux. On parle de langue maternelle. Alors, en cas de double langue, moi j'ai eu un fils qui a épousé une anglaise et un autre fils qui a épousé une japonaise. La langue maternelle domine-t-elle? En tout cas, chez les anglaises, chez mes petites filles franco-anglaises, c'est ce qu'on remarque. C'est-à-dire, au moment des études supérieures, elles foncent en Angleterre, elles lisent en anglais, elles pensent en anglais, mais elles ont vécu en France tout le temps. Elles sont remarquables en français aussi. Le problème n'est pas là, mais quelle est la langue qui domine? Alors, pour les petites japonaises, évidemment, en matière de langue, c'est surtout le français. Mais elles s'attachent à apprendre le japonais où elles sont, je n'ai pas les moyens de le vérifier, très bonnes aussi. Alors, je rassure les messieurs, la langue maternelle peut être aussi bien paternelle en vérité, c'est-à-dire la langue des parents. Lorsque vous avez deux parents de langue anglaise, on va dire que la langue maternelle naturelle de l'enfant, c'est celle dans laquelle il est né, celle de ses parents, celle dans laquelle éventuellement il se développe. Mais c'est aussi bien la langue des parents. Donc vous avez deux langues là en l'occurrence, que ce soit le français et l'anglais, ou le français et le japonais, dès lors que les deux parents parlent naturellement leur langue tout de suite, dès la naissance. L'enfant devient ainsi ce qu'on appelle bilingue équilibré. Les bilingues équilibrés, ce sont des enfants qui ont eu la chance de naître dans une famille où l'on parle plusieurs langues, ou dans un pays où naturellement on parle plusieurs langues. Enfin, je veux dire, vous allez au Sénégal, ils en ont 3 d'office, quelle que soit finalement la région dans laquelle ils vivent. Mais ces enfants-là vont donc développer les deux d'un coup, et quand on développe les deux d'un coup, il va falloir le temps de traitement, mais une fois que c'est fait, ça se situe quelque part dans le cerveau, et en fait, ils vont faire appel à l'une ou à l'autre de manière totalement naturelle. Et quand je dis totalement naturelle, ça veut dire qu'en discutant avec quelqu'un, ils vont utiliser l'une ou l'autre en fonction de ce que la langue exprime le mieux. D'abord, bon anniversaire à toute l'association. Bravo pour tout ce que vous faites, Régine, vous et toutes et tous les bénévoles, parce que sans bénévoles, on n'arrive à rien. Pour parler de la famille, de la parentalité, et les Babalia, c'est effectivement une association, enfin une action, une activité de votre association qui est remarquable et qui grandit, d'après ce que je suis. Il y a de plus en plus de bénévoles qui sont là, vous rendez réellement un service. Donc bravo, continuez comme ça. Tout ce que j'entends depuis que je vous écoute retentit vraiment chez moi. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois pour cet anniversaire et votre association. On voit vraiment que vous êtes une véritable prévention de la dépression du postpartum, qui est une maladie grave. Hein. Pas le blues, pas le baby blues, qui est quelque chose de banal, mais la dépression du postpartum qui vraiment peut entraîner des choses extrêmement graves chez les femmes qui le présentent avec un détachement, une distance vis-à-vis de l'enfant. Si on essaye de résumer quel est le rôle des grands-parents, on l'a entendu, c'est d'abord une transmission. Une transmission, une histoire. Ce que disait Fernand Braudel, on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. Donc c'est vrai que c'est l'origine d'où on vient, le passé qui se réinvente et qui se réactualise au niveau de l'enfant, grâce donc aux grands-parents. On le voit bien aussi
au niveau des histoires de grands-parents, des grands-parents aussi qu'on n'a pas connus, des grands-parents qui sont morts avant notre naissance et qui parfois, malgré tout, réapparaissent dans nos souvenirs par le fait qu'on a raconté quelque chose qui leur appartient. Ouais, moi, je crois que la clé du développement de l'enfant, et c'est quelque chose de très très important, il faut se séparer pour grandir. Je crois que l'histoire de se séparer pour grandir, c'est pareil pour votre action. C'est ça. Il faut les accompagner, puis après s'écarter pour qu'elles reprennent leur dimension maternante et que l'enfant puisse se développer harmonieusement. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais, avec ce petit message, à vous remercier déjà de l'invitation que vous m'avez faite. Je tenais en tout cas à vous dire combien je trouve cette initiative formidable des grands-parents, petits-enfants unis pour la planète. Je sais combien la relation entre les grands-parents et les petits-enfants est forte, faite de transmission de valeurs, d'expériences. Nous avons vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants une responsabilité vis-à-vis de cette planète, effectivement, qui ne va pas très bien, que je crois beaucoup à un monde où demain nous allons vivre mieux, plutôt qu'à un monde où nous allons vivre moins bien. Je crois, et je le dis très souvent, que l'utilisation des solutions qui existent, parce que ce n'est pas une question de capacité, mais de volonté, nous amènera, encore une fois, beaucoup plus de bien-être que de mal-être. C'est un des éléments qui m'énerve le plus, c'est quand je rencontre quelqu'un qui me dit plein d'enthousiasme, plein d'espoir dans la jeunesse en disant « Heureusement que vous êtes là, vous avez tout compris, vous allez tous nous sauver ». Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez énervant à entendre quand soi-même on est jeune, quand soi-même on est anxieux et quand les sujets environnementaux et écologiques nous touchent. Parce que certes, nous n'avons pas le choix que d'essayer de tous nous sauver, mais il y a quand même un espèce d'oubli du fait que on en est là, on n'a pas forcément choisi la situation, comme si les choses s'étaient faites comme ça. Et voilà. Et donc c'est un espèce de passage de témoin qui oublie un peu le côté historique de la chose et qui peut être assez énervant. Et il y a aussi le fait que ce ne sont pas les plus jeunes qui sont encore aujourd'hui au poste de pouvoir. Les postes de pouvoir, les politiques, etc. n'ont pas 20 ans aujourd'hui et que les jeunes de 20 ans ne seront pas au poste de pouvoir avant au moins peut-être 10 ans. Et donc il y a ce fait que ce ne sont pas les jeunes uniquement maintenant qui ont la capacité de tous nous sauver. Bon, je pense que c'est très important qu'on soit ensemble, justement. C'est pour ça que je parlais de cette commission grands-parents, petits-enfants. Et puis une chose auquel je tiens beaucoup de parler avec eux, c'est la santé mentale. Les grands-parents doivent s'informer parce qu'on insiste trop sur les mauvaises nouvelles et pas sur les bonnes. Et je pense que c'est important de s'informer pour voir avec eux où est vraiment la barre entre trop de pessimisme et trop d'optimisme. Si chaque jeune prend une action, si minime soit-elle, et qu'il en parle, en parler à un autre, à son ami, qui va faire encore lui-même une autre action, je trouve ça très important. C'est de se rendre compte que l'écologie, en fait, c'est pas que une histoire de grandes actions, c'est une histoire de vie quotidienne. L'écologie a besoin de gens comme Nicolas Vanier, de gens comme Paul Watson, qui dédient leur vie et qui font des actions impressionnantes pour le climat. Mais sinon, l'écologie a vraiment besoin, c'est d'un changement de mentalité globale, parce que l'écologie, en fait, c'est dans les gestes du quotidien. Parlez-leur, hein, c'était pas seulement pour le langage, pour le développement de langage, mais aussi pour les faire connaître le monde. Et puis sortez avec eux dans la nature. Eh bien, écoutez, il est l'heure de se dire au revoir. Il est temps de dire merci à tous les bénévoles qui nous vous ont accueillis, qui vous ont chouchoutés. C'était vraiment super qui a organisé tout ça. Je vais conclure par une phrase. Pendant 2 ans, ça a été sans arrêt, mais quand est-ce que ça va être prêt? Ah bon, vous ne pouvez pas venir?
Edgar Morin appelle ça « Il nous faut apprendre à affronter les incertitudes ». C'est connu. Alors, il donne plusieurs techniques. Une des techniques, c'est de s'appuyer en fraternité, je dirais également en sororité. Mais moi, je vais vous donner le mot de la fin. Chez Edgar Morin, il lui manque « Soyez grands-parents ». Je vous assure qu'au niveau des neurones, ça vous remue les synapses. Parce que le mot de la fin, c'est « T'inquiète, mamé ». Et c'est le mot de la fin, t'inquiète.